Sténogramme. Réunion du Politburo, 1er décembre 1986. Gorbatchev. Parlons maintenant de Sakharov qui m'a envoyé la lettre suivante. Cher Mikhail Sergueïevitch, il y a presque 7 ans que j'ai été déporté de force à Gorki, et ce, en toute illégalité, sans décision de justice. Je suis maintenu dans un isolement sans précédent, sous surveillance permanente. Mon courrier est lu, souvent retenu et parfois falsifié. Depuis 1984, ma femme, Elena Bonner, subit le même sort. On m'empêche de communiquer avec d'autres scientifiques, de me rendre à des séminaires. J'ai joué un rôle décisif dans la mise au point de la bombe thermonucléaire soviétique. À mon initiative en 1963, le gouvernement soviétique a proposé le traité de Moscou interdisant les essais nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace et sous les mers. J'ai beaucoup réfléchi aux problèmes de la guerre et de la paix. J'ai défendu le principe d'une société ouverte et du respect des droits tels la liberté d'opinion, d'information et de déplacement, comme étant le fondement essentiel de la sécurité internationale, de la justice sociale et du progrès. En février 1986, je me suis adressé à vous pour vous demander de libérer les prisonniers d'opinion. Quand mon isolement prendra fin, j'aimerais participer à un programme de coopération internationale sur le développement de l'énergie thermonucléaire pacifique. Respectueusement, Andrei Sakharov, académicien. Gorbatchev, il a manifestement de bonnes idées et semble-t-il dans l'intérêt du pays. Et si on essayait? Disons-lui clairement, mettez-vous au travail, tout le pays aujourd'hui travaille d'arrache-pied. Tchebrikov, président du KGB. Mais il a dit, je ne me tairai pas si la situation m'impose de ne pas me taire. Gorbatchev, alors qu'il parle, s'il prend position contre le peuple, il n'aura qu'à se débrouiller. Последний. Мы с женой вообще ни с одним человеком не имели возможности даже поговорить. А вы будете говорить о повестях учения? Я буду писать и говорить об этом настолько, насколько у меня хватит сил, потому что это их судьба, это моя судьба. Что вы больше всего желаете, Андрей Дмитриевич? Я желаю свободы всем. Всем свободы во всем мире. Узникам совести во всем мире. Всем людям во всем мире. Свобода – высшее благо. Но за нее надо платить. Décembre 1986. La plus longue nuit de l'année touche à sa fin quand Andrei Sakharov, le père de la bombage soviétique, revient à Moscou après 7 ans d'exil à Gorki. Pour beaucoup, sa libération marque le véritable début de la glasnost, presque 2 ans après l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev. Sakharov, qui s'est longtemps battu contre le parti, va maintenant devenir le leader de l'opposition démocratique à Gorbatchev, dans un pays à l'expérience démocratique plus que réduite. Пожалуйста, Андрей Дмитриевич Сахаров, народный депутат. Пожалуйста. Мы знаем по собственному опыту, что вопрос об организованной преступности неотделим от вопроса о коррупции, о связи руководящих на местах, скажем, будем говорить для начала так, органов с этими мафиозными структурами. Принципиальное значение я продолжаю. Частных национальные проблемы мы получили в наследство от сталинизма национально-конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления и имперской политики «разделяй и властвуй». Вы уважаете съезд Я или нет? уважаю съезд, но я уважаю народ, который меня сейчас слушает. Я уважаю человечество. Его там увидели, как он есть. On l'a vu tel qu'il était, en vrai. И думаю, что для довольно многих Et зрителей, pour beaucoup de spectateurs, et ils étaient nombreux,
Tout le pays était devant la télé. И это было неожиданно. C'était une rencontre inattendue. Il s'attendait à voir quelqu'un d'autre. Я думаю, что La popularité de Sakharov a énormément augmenté à ce moment-là. Он настолько не похож был на партийных функционеров. Il était tellement différent des fonctionnaires du parti et il s'en distinguait tellement du point de vue humain que cela a beaucoup contribué à forger son image auprès du peuple. Lui qui était glorifié, courtisé par le pouvoir, n'avait pas peur de protester. Il n'avait jamais eu peur avant et n'avait toujours pas peur. On l'avait exilé, on l'avait intimidé, on l'avait enfermé dans des cliniques où on l'avait nourri de force, mais il restait sur ses positions. Et tout ce que les gens voyaient et entendaient montrait bien qu'il ne s'agissait pas d'un fou acharné. Il n'avait strictement rien d'un fou. Regardez. C'est pour cela qu'il a eu de telles funérailles, car les gens ressentaient cette perte de toute leur âme. On a dit de lui qu'il était le leader du mouvement démocratique, de l'opposition, un dissident, un héros, l'homme le plus courageux, un homme politique, un physicien génial, etc. La plupart de ces assertions, ou bien sont totalement fausses, ou bien demandent à être précisées. À mon avis, ce n'était pas un dissident, ni un homme politique. C'était avant tout un physicien, et cela a joué un rôle déterminant. Andreï Sakharov a vécu 70 ans, 7 décennies qui correspondent à l'époque communiste dans son pays. Il est né à Moscou en 1921, quand s'éteignait la flamme de la Révolution et de la guerre civile. Il était le fils d'un célèbre professeur, petit-fils d'avocat, arrière-petit-fils de prêtre. Maman était croyante. Elle m'avait appris à prier avant de m'endormir. Elle m'emmenait me confesser et communier. Детей пропустите, пожалуйста, я прошу, пропустите детей. Чай, сводок, Андрей, причистого делать. Vers 13 ans, je décidai que je n'étais pas croyant sous la pression de l'atmosphère générale et non sans influence paternelle tacite. Je cessai de prier et fréquentais l'église très rarement. Maman se chagrinait beaucoup mais n'insistait pas. Le père, professeur de physique et auteur d'ouvrages de vulgarisation scientifique, va lui-même faire travailler son jeune garçon qui sort trop du rang, qui est trop particulier. Ces longues études à domicile, selon Andreï Sakharov, renforceront encore ses difficultés à communiquer avec les autres, ce qui fera son malheur durant une grande partie de son existence. L'amour familial forge son caractère fermé, doux et inébranlable. Qu'en était-il des tensions ethniques dans notre cour? Je crois qu'elles étaient très faibles. Parfois on rappelait à Grisha, un garçon de l'immeuble, qu'il était juif, mais cela se faisait sans haine. On soulignait plutôt un trait qui lui était particulier. Pour moi, ce problème de juif ou de non-juif n'existait pas à l'époque, comme d'ailleurs depuis. Je crois que c'était sous l'influence de ma famille. Je me rappelle ces paroles de ma grand-mère.
Le moujik russe est un propriétaire et en l'ignorant, les bolcheviks auront les pires déboires. Mais plus tard, elle déclara « Tout de même, les bolcheviks ont su rétablir l'ordre, ils ont renforcé la Russie et aussi leur propre pouvoir. Espérons qu'à présent, leur pouvoir sera moins lourd pour les gens. » Je n'ai presque jamais entendu mon père condamner directement le régime actuel. Une unique fois, papa, sous une forme extrêmement émotionnelle, me livra son opinion sur Staline. Il était si ému à ce moment-là que maman craignit qu'il ne se trouvât mal. Je crois que tant que je n'étais pas devenu adulte, papa appréhendait que je comprisse trop de choses pour vivre dans ce monde. Peut-être cette situation où le père dissimule ses pensées à son fils, si typique alors, caractérise-t-elle le mieux toute l'horreur de cette époque. Je finis mes études de physique à l'université de Moscou en 1942. C'était la deuxième année de guerre. Pendant la guerre, nous sommes redevenus un peuple, chose que nous avions oubliée auparavant. À la sélection médicale, je ne fus pas pris. Je veux dire honnêtement que je n'ai jamais eu le désir de ruser. Toujours est-il que je n'ai jamais été mobilisé, à la différence de la plupart des garçons de mon âge, et que je suis resté en vie, alors que beaucoup ont péri. Ainsi l'ont voulu les circonstances. En septembre 1942, Sakharov est affecté comme ingénieur dans une usine de munitions sur la Volga. À peine arrivé, il rencontre sa future femme, la laborantine Klavdia Vikhileva. C'est le coup de foudre. Il lui fait sa demande par écrit. Ils auront 3 enfants. Elle mourra d'un cancer après 17 ans de vie commune. Sakharov écrit plusieurs articles de physique théorique et les envoie à Moscou. En 1945, il entre en doctorat à l'Institut de physique de l'Académie des sciences. Son directeur de recherche est Igor Tamm, futur prix Nobel de physique. Le jour même où l'inscription de Sakharov est validée, l'avenir du monde se décide à Potsdam. Truman annonce à Staline qu'il possède l'arme suprême. L'explosion atomique de Los Alamos représente un argument de poids pour les Américains, et elle changera pour toujours le destin de Sakharov. Quand j'appris qu'une bombe atomique avait été lancée sur Hiroshima, j'en eus les jambes coupées. Je compris que mon destin, le destin de tous les hommes peut-être, venait soudain de se transformer. Quelque chose de neuf et de terrible venait de faire irruption dans la vie, et cela provenait de la science la plus haute devant laquelle je m'inclinais. Dans son journal de cette époque, qui est ensuite devenu célèbre, il y a des pages terribles. C'est pour lui une tragédie personnelle de n'avoir pas pu se consacrer à la recherche fondamentale pendant des années. Il a travaillé à la mise au point d'armes nucléaires et il s'est éloigné de la science. Pourtant, il l'aimait avec dévotion et il rêvait de se consacrer à la théorie. Et quand on lui a demandé de travailler sur la bombe, en 1948, il a refusé. Il ne voulait pas. Mais Igor Tamm et lui ont été convoqués par un responsable très haut placé. Celui-ci leur a fait des propositions. Ils ont répondu qu'ils allaient réfléchir quand le téléphone a sonné. Le responsable a décroché puis leur a dit « Lavrenti Beria vous conseille d'accepter notre proposition. » Beria était le chef des services secrets et le responsable du projet atomique. Il n'était plus possible de refuser. Sakharov reçoit l'ordre de se rendre sur le champ à Arzamas 16, une ville secrète. Dans cette installation, construite par des détenus, il restera 18 ans en mission. Des colonnes grises d'hommes en veste ouatinée, entourés de chiens-loups, passaient chaque matin sous les fenêtres du laboratoire. Je ne pouvais pas ignorer à quelles activités terribles, inhumaines, nous étions en train de nous livrer. C'était effectivement une psychologie de guerre, et j'avais l'impression d'être un soldat de cette guerre scientifique et technique. L'essentiel était ma conviction profonde que ce travail était indispensable. Et je ne doutais nullement qu'il était nécessaire pour l'équilibre des forces de mettre au point l'arme suprême soviétique.
Все войска в целях обеспечения безопасности во время атомного взрыва переходят в укрытие. Grâce à Sakharov en 1953, l'URSS entre dans l'ère thermonucléaire. Nous avons fabriqué une bombe avec des bouts de ficelle, dira-t-il, car son pays n'avait pas atteint un niveau technologique comparable à celui des États-Unis. Mais il avait Sakharov, alors âgé de 32 ans. 3 fois, on lui décernera les plus hautes décorations. Il reçoit un salaire élevé, dispose d'une ligne directe avec le Kremlin. Il devient un des plus jeunes académiciens et des mesures exceptionnelles sont prises pour sa protection. 2 gardes du corps armés, appelés ses secrétaires, l'accompagnent nuit et jour. Il ne peut rencontrer personne d'autre que ses collègues et les membres du KGB. Et ironie du sort, déjà ceux-ci répondent sur leur tête de sa vie. En 1955, Sakharov met au point une bombe à hydrogène d'une puissance illimitée. Et bien avant les Américains. Car ce qu'ils avaient mis au point, ce n'était pas une bombe, mais un édifice qu'ils faisaient exploser. Alors que la bombe à hydrogène transportable en avion, c'est Sakharov qui l'a inventée. On a une boule remplie de couches de différentes matières. Prenons ce couteau top secret et coupons ce bonbon. Nous voyons donc une couche très sombre à l'extérieur, puis une couche un peu plus claire, ensuite encore plus claire, et enfin un cœur relativement sombre. Sakharov a eu l'idée de prendre une bombe atomique, le cœur sombre, et de l'entourer de 2 autres éléments très différents. L'un avec des noyaux très légers, l'autre très lourd. Ce dernier, c'est l'uranium. Et la partie claire, ce sont des isotopes d'hydrogène. C'est pour cela qu'on parle de bombe à hydrogène. Mais ces couches sont nombreuses. On ne connaît pas leur nombre. Il est encore secret jusqu'à aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup. Il s'agit de comprimer l'hydrogène comme cela se passe au cœur du Soleil. On ne peut obtenir sur Terre une telle pression que par le biais d'une explosion. Et Sakharov a mis au point un procédé très malin qu'on a baptisé la sakharisation. Après l'explosion de la bombe atomique, les couches claires sont comprimées de sorte qu'elles se trouvent dans des conditions analogues à celles des étoiles. Et alors se produit une réaction stellaire. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте оно длится необычайно долго. Ce film Top Secret a été tourné spécialement pour les dirigeants soviétiques. Вернемся в городок полигона. Сейчас и сюда подойдет ударная волна. Вы видите группу людей, стоящих на дороге? Находясь далеко от места взрыва, они чувствуют себя спокойно. Но за это благодушие им придется поплатиться. Toute une gamme de sentiments contradictoires dont le principal était sans doute la crainte de voir cette force que nous avions libérée échapper à notre contrôle et conduire à des calamités incalculables. La nouvelle des accidents, surtout la mort de la fillette et du soldat, augmentait ce sentiment tragique.
Je ne me sentais pas concrètement responsable de ces décès, mais je ne pouvais entièrement me défaire de l'idée d'y avoir contribué. Après l'essai, l'académicien Kourtchatov se mettra à genoux devant Sakharov en disant « Gloire au sauveur de la Russie ». Le soir, il y a eu un banquet. C'est le maréchal Nedelin qui supervisait ces essais. Il a dit « Je laisse la parole au héros de la fête, Andreï Sakharov ». Et Sakharov a porté le toast suivant « Buvons pour que ces bombes explosent toujours dans des zones d'essai et jamais au-dessus des villes ». Puis le maréchal Nedelin a raconté une anecdote. Un vieux et sa vieille sont dans leur isba le soir. La vieille est déjà couchée sur le poêle et le vieux fait sa prière. « Mon Dieu, donne-moi de la vigueur et guide-moi. » Et d'en haut, la vieille lui crie « Prie pour qu'on te donne de la vigueur. Pour ce qui est de te guider, ma main s'en chargera. » Cela signifiait « Vous autres scientifiques, travaillez à nous rendre plus forts et nous autres, militaires et politiques, nous dirigeons, sans vous demander où et qui frapper. Ce n'est pas votre affaire. » Je pâlis. Je n'avais pas attendu ce jour pour comprendre. Je n'étais pas totalement naïf. Mais une chose est de comprendre, et une autre est de ressentir de tout son être une réalité touchant la vie et la mort. Sakharov avait calculé les conséquences que cela pouvait avoir sur la vie. Il a travaillé là-dessus en 1958. D'après lui, un essai dans l'atmosphère faisait pour chaque mégatonne et pour toute la durée de vie des isotopes radioactifs 6000 victimes. Réparties sur les 8000 années à venir. Donc, d'un point de vue quantitatif, c'est insignifiant. Mais c'est ici qu'on voit que Sakharov n'était pas seulement un homme de science, mais qu'il possédait une humanité, une force irréductible. On ne peut pratiquement pas prédire qui seront ces victimes, car elles seront perdues dans la marée humaine. Les souffrances et la mort de centaines de milliers de personnes dans les générations futures sont un crime qui restera totalement impuni, car il est impossible de prouver l'origine radioactive de chacun des décès. En outre, nos descendants seront entièrement sans défense face à nos actions. Je ne pouvais comprendre ceux pour qui ce problème n'existait pas. Il y a eu une réunion de l'establishment de l'atome au Kremlin pour évoquer l'état des recherches et annoncer qu'il était envisagé de faire exploser une bombe surpuissante de 100 mégatonnes. На нас нападают, так что же мы их будем держать как трусы, понимаете, и уговаривать, что на нас нападаете? Нет, мы их пустим в дело. Я этот секрет выдам вам. Мне, как председатель Совета Министров, предложили ученые, что мы вам, правительству, дадим бомбу 100 миллионов тонн тротила. Одна бомба, одна бомба. Là, il faut comprendre les relations de Sakharov à Khrouchtchev, l'immense confiance qu'il lui portait. Le fait que Khrouchtchev ait dénoncé le culte de la personnalité de Staline était, pour Sakharov, un événement si important qu'il était prêt à croire que Khrouchtchev partait de bons sentiments. Et s'il se trompait, il se trompait honnêtement, et non parce que c'était un monstre. Когда я ему подал записку о том, что я считаю нецелесообразным прекращать односторонний разрыв моратория по ядерным испытаниям, и он мне ответил речью, большой речью. Это было уже прямое столкновение. Хрущев сказал, что на самом деле существует только одна политика, политика с позиции силы, и я был бы слюнтяй, если бы слушался таких, как Сахаров.
Мы говорили, что мы имеем бомбу в 100 миллионов. Это верно, значит, я подтверждаю. Но 100-миллионную бомбу мы взрывать не будем. Потому что если мы эту бомбу взорвем где-то туда, куда она предназначается, то мы можем и себе окна побить. Поэтому, значит, это не ставится. Sa puissance a été divisée par deux et Khrouchtchev a décidé de procéder à un essai. Il a demandé à Sakharov de s'occuper de sa préparation. À ce même Sakharov qui venait juste de s'opposer aux essais. On l'a appelée la bombe tsar. Elle était 50 000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. L'argument de Khrouchtchev était le suivant. Si nous procédons à un essai aussi puissant, les capitalistes comprendront qu'il est vain de poursuivre la course aux armements et que les Russes ont tout. Sakharov, lui, espérait que cela entraînerait l'interdiction des essais dans l'atmosphère et il a obéi aux ordres. Décollage du bombardier stratégique Tu-95. Cap sur la Nouvelle-Zambie dans l'Arctique. Année après année, édition après édition, le livre Guinness des records répète inlassablement que l'explosion nucléaire la plus puissante de l'histoire de l'humanité a eu lieu en URSS, au-delà du cercle polaire, à 8h33 GMT, le 30 octobre 1961. L'onde sismique générée a fait 3 fois le tour de la Terre. La puissance de l'explosion a été plusieurs fois supérieure à celle de toutes les explosions de la Seconde Guerre mondiale, y compris celle des 2 bombes atomiques. Le champignon géant s'est élevé à 67 km d'altitude. Aujourd'hui encore, cette explosion constitue un record. L'année suivante, il a reçu un coup terrible. Il a compris que s'était mis en branle le complexe militaro-industriel contre lequel le président américain Eisenhower avait mis en garde le monde entier lors de son discours de fin de mandat. Eisenhower avait évoqué la menace que pourrait représenter cette gigantesque machinerie si elle se mettait à fonctionner de manière indépendante, même si elle était apparue dans des buts louables. 2 bombes devaient donner lieu à des essais, mis au point dans 2 centres nucléaires soviétiques différents. Elles étaient quasi identiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune nécessité technique de procéder à des essais pour les 2. La seule raison était l'ambition. Chaque centre avait envie de tester son engin, parce que cela signifiait pour le centre en question des étoiles, des promotions, et cela justifiait son existence. Et quand Sakharov a compris la situation, que ce n'était même pas pour des raisons d'État, mais que seuls primaient les intérêts de ce système qui fabriquait les armes, alors il a pris position contre les essais. Il n'a pas réussi. Il a eu beau téléphoner à Khrouchtchev, poser des ultimatums. Plus tard, il a écrit « La tête sur le bureau, j'ai éclaté en sanglots ». Pour un adulte, à l'époque il avait déjà 40 ans, il était académicien, 3 fois décoré du titre suprême héros de l'Union soviétique, ce n'était pas rien. Je crois que c'est à ce moment-là que son monde s'est effondré. Il a adopté des vues plus larges, une plus grande liberté de pensée, aussi bien concernant l'équilibre international que le régime soviétique. Sa responsabilité dans la création de la bombe, la possibilité d'être influent, et donc l'impératif moral d'exercer cette influence, sont les 2 facteurs qui l'ont poussé à entrer dans l'arène publique.
La situation était tragique. Deux puissances étaient en capacité de détruire l'humanité et de se détruire mutuellement. Et Sakharov, en tant que père de la bombe et en tant que personnage public russe, avait joué dans cette opposition URSS-États-Unis un rôle clé. En 1963 est signé le traité de Moscou, interdisant les essais nucléaires dans l'atmosphère, sous la mer et dans l'espace. Nous ignorons si Khrouchtchev pensait alors à Sakharov, mais plus tard dans ses mémoires, il dira de lui que c'était un homme moral et pur. Pour la deuxième fois, Sakharov parvient à influer sur le cours des événements mondiaux. Libre des clichés de l'idéologie officielle, Sakharov voit et pense différemment de ses millions de concitoyens. Dans l'histoire du pays comme dans la vie de Sakharov, un nouveau chapitre s'ouvre. En 1964, un complot des conservateurs prépare un retour aux normes staliniennes. Khrouchtchev est destitué. Sakharov écrit. Les haut-parleurs affirment aux citoyens soviétiques que le peuple est au pouvoir, alors que les véritables maîtres passent dans des limousines blindées le long des rues fermées à la circulation. Le citoyen soviétique est soumis à un véritable dressage. Il est le fruit du système totalitaire et, jusqu'à un certain degré, son point d'appui. Derrière ces façades se cache un océan de malheur, d'amertume, de fatigue profonde. Dans les périodes les plus calmes, l'absence de liberté engendre indifférence et apathie. Dans les années de crise, la terreur. L'étau se resserre avec l'arrestation de deux écrivains ayant eu l'affront de se faire publier à l'étranger. Yuli Daniel est condamné à 5 ans de détention. Andrei Siniavski à 7, pour leurs œuvres, pour leurs livres. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием. Ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни. А тут, видите ли, еще рассуждают о суровости приговора. Мне хотелось бы обратиться и к зарубежным защитникам пасквилянтов. Не беспокойтесь, дорогие, за сохранность у нас критики. Критику мы поддерживаем и развиваем, но клевета не критика, а грязь из лужи не краски с палитры художника. En décembre 1966, pour la fête de la Constitution soviétique, Sakharov participe pour la première fois à une manifestation pour la défense des droits de l'homme. Ils sont quelques dizaines à risquer leur liberté pour s'être rassemblés en silence. On les appelle des dissidents. Ce n'était pas un mouvement révolutionnaire. C'est tout simplement qu'on ne pouvait pas rester comme ça sans rien faire. Ce n'est même pas une question de honte, c'est qu'on ne peut plus mentir. On ne peut plus faire ce qu'on attend de nous au travail. Écrire des faux rapports, des faux plans qui ne seraient jamais réalisés, et en même temps voir dans quelle pauvreté vivent les gens. Alors qu'officiellement, tout va merveilleusement bien. Nous autres, mathématiciens, physiciens, chimistes, biologistes, on voyait la science et l'économie se désagréger. La situation du pays se détériorer progressivement sans qu'il soit possible de faire quoi que ce soit. Et on ne pouvait même pas s'abriter derrière notre science. Quoi qu'on fasse, on était obligé de mentir. Les autorités prétendaient que nous avions la liberté d'expression, de presse, de réunion et que nous vivions dans un pays démocratique. Et nous, on disait qu'on n'avait pas de véritable liberté d'expression et de réunion et qu'on pouvait être condamné pour nos opinions. Nous étions de plus en plus isolés. Quand les gens apprenaient ce que nous faisions, certains nous traitaient de fous, d'autres demandaient « Vous avez vraiment besoin de vous faire remarquer ? Tout le monde vit comme ça. Faites comme tout le monde. » Même mes parents m'ont dit ça. À un moment donné, on ne supporte plus les demi-vérités ou le mensonge.
Et à ce moment-là, le talent devient plus fort que l'instinct de conservation. Réflexion sur le progrès, la coexistence pacifique et la liberté intellectuelle. L'académicien contraint au secret se met à parler. Sakharov considère la publication de cet article à l'étranger comme un pas décisif. Il veut être entendu. Il y expose sa théorie de la convergence, c'est-à-dire le rapprochement des systèmes capitalistes et socialistes comme solution aux problèmes de l'humanité. La publication officielle de cet article en URSS n'est même pas envisageable. Les réflexions sont publiées en samizdat, elles sont traduites en 17 langues et tirées à 18 millions d'exemplaires. Je tracerai la lignée suivante. Niels Bohr, Einstein, Cassin et Russell. Selon Russell, on peut éviter la guerre si chacun préfère sa propre défaite à la destruction générale. C'est la base de la théorie de la convergence de Sakharov. À Cassin, Sakharov emprunte l'idée que les droits de l'homme doivent être défendus au niveau international et que l'homme est un sujet du droit international. La défense des droits de l'homme justifie l'ingérence internationale, y compris militaire. Pourquoi Niels Bohr? Parce que l'idée d'un monde ouvert, d'une très large coopération internationale, est au fondement de la pensée de Sakharov. Et ce n'est pas du tout populaire dans la Russie actuelle. La Russie d'aujourd'hui ne se voit pas comme une partie du monde. Physicien, théoricien, faiseur de bombes, il est devenu défenseur et philosophe des droits de l'homme. Car il est entré dans l'histoire avec la fameuse doctrine Sakharov. Les droits de l'homme, de l'individu aussi insignifiant qu'il soit, sont le seul fondement de la sécurité internationale. La première chose qu'il a comprise, c'est qu'il fallait une information libre, la liberté de penser. Et quand il a défini sa position, il a cherché quelle était la garantie qui pouvait empêcher une guerre nucléaire. Et il a conclu que cette garantie, c'était le droit de chaque homme, de chaque citoyen. C'est-à-dire qu'il liait la question générale à l'individuel en prenant l'individu comme fondement. D'après lui, la paix et les droits de l'homme sont indissociables. Si nous voulons la paix, nous devons parvenir à ce que chaque pays respecte les droits de l'homme. Et ceux-ci ne sont contraires à aucune idéologie, à aucune religion, à aucun système philosophique ou social. Ils sont dans une certaine mesure universels. Tout le monde peut les adopter, aussi bien un musulman, un juif, un chrétien qu'un bouddhiste. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus vraiment partager l'avis de Sakharov selon lequel les droits de l'homme sont une conception universelle qui peut s'inscrire dans n'importe quel système religieux, philosophique ou culturel. Nous ne sommes plus sûrs que c'est le cas. Nous voulons l'espérer, mais nous n'en sommes plus sûrs. Sakharov est écarté des travaux classés secrets. Le KGB installe un système d'écoute dans son appartement moscovite. En 1970, il écrit à Brejnev. La crise approche. Si rien ne change, la catastrophe est inévitable. La rupture avec l'intelligentsia équivaut à un véritable suicide. La transparence et la démocratisation de la société sont indispensables. Sa lettre restera sans réponse. La rupture a été progressive. Pendant cette période, sa femme est décédée
La mort de Claudia Vikireva a été un drame pour lui. Je suis allé à l'enterrement en mars 1969. Je me souviens qu'il pleurait. Il était très affecté. Environ 2 ans plus tard, avec les histoires de droits de l'homme, il a rencontré Elena Bonner. Ils se sont mariés, il a emménagé chez elle. Et pour la première fois, en décembre 1972, un journaliste étranger est venu chez Sakharov. C'était extrêmement étonnant, car il était toujours tenu au secret absolu. Début août 1973, Sakharov a été convoqué chez Maliarov, le substitut du procureur général de l'URSS. Et là, on l'a menacé franchement. Vous devez arrêter tout contact avec des étrangers. Vous n'en avez pas le droit. Si vous continuez, cela aura des conséquences. Il ne faut pas parler sur ce ton à Sakharov. On trouve chez le poète Tvardovsky les vers suivants. Il est un métal plus fort que le métal, il est un feu plus terrible que le feu. Que fait Sakharov après cette menace? Il organise pour la première fois de sa vie une conférence de presse pour les journalistes étrangers. Et qui plus est, lors de cette conférence de presse, il parle de ce dont il n'a jamais parlé auparavant. Il parle de la menace que représente pour le monde entier le régime soviétique surmilitarisé. La détente sans démocratisation ne serait qu'une capitulation devant la force croissante de l'URSS. Ce serait une tentative pour commercer, recevoir du gaz et du pétrole en ignorant tous les autres aspects du problème. Cela aboutirait à ce que le monde désarmé se retrouve face à la puissance incontrôlable de l'appareil bureaucratique soviétique. Ainsi, la fermeture du pays est-elle encouragée, tout est dissimulé au regard extérieur, et le véritable visage du pays est caché par un masque. Il souffrait pour chaque arrestation, chaque procès. C'était comme ça. J'ai vu comme il réagissait chaque fois que quelqu'un se faisait arrêter. C'était peut-être son don, son talent le plus merveilleux. Ressentir la douleur d'autrui. Je me souviens parfaitement d'être allé le voir après son intervention à la conférence sur la génétique. C'était un congrès qui se tenait à Moscou. Andreï Dmitrievitch est allé au tableau, a écrit à la craie son prénom et son adresse. Il a dit qu'il était l'académicien Sakharov, que notre collègue Jorès Medvedev était détenu à Kalouga dans un hôpital psychiatrique pour raisons politiques. Et ceux qui, comme lui, étaient inquiets de son sort, pouvaient noter son adresse afin d'entreprendre une action commune. Voilà quelqu'un qui refuse ses privilèges et choisit de prendre des risques. C'est quelque chose qu'il a en commun avec Solzhenitsyn. Parce que quand Solzhenitsyn a donné l'ordre de publier l'archipel du Goulag à Paris, il ignorait les conséquences que cela pouvait avoir. Allait-on l'arrêter, le renvoyer en Sibérie? Il n'en savait rien. Tous les deux prenaient de grands risques pour une cause. Dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Défendre les victimes. Mais le mot vérité n'avait pas la même signification pour chacun d'eux. C'est certain. Sakharov, vu par Solzhenitsyn. Tout de suite, dès les premiers mots, on tombe sous le charme. Grand, extrêmement ouvert, un sourire doux et lumineux, des yeux clairs, une voix gutturale et chaude au air grasseyant à laquelle par la suite on s'habitue. Et puis cette première impression si extraordinaire. Là, tout près, dans la manche bleue de la veste, se trouve la main qui a mis au monde la bombe à hydrogène. Sans doute ne me suis-je pas montré suffisamment poli, et j'étais trop insistant dans ma critique. Mais c'est justement lors de ma stupide critique, qui a duré 2 heures, qu'il a fait ma conquête. Pas une fois il ne s'est vexé, alors qu'il aurait eu des raisons. Il protestait sans insistance, expliquait, avec un sourire un peu perdu, et jamais il ne s'est vexé.
ce qui est le signe d'une âme grande et généreuse. Solzhenitsyn, vu par Sakharov. J'écoutais attentivement et il parlait, comme toujours, avec véhémence et sans la moindre hésitation. Il a commencé par me féliciter pour ma décision, pour son importance historique. Rompre le complot du silence de ceux qui sont proches du sommet de la pyramide. Puis il a énoncé ses désaccords. Il n'était pas question de convergence. L'Occident n'avait que faire de notre démocratisation et s'était égaré avec son progrès purement matériel et sa permissivité. Mais le socialisme pouvait causer sa perte. La terreur, la famine, les maladies avaient fait 60 millions de morts. Le total de 10 millions que j'avançais était bien trop bas. Je sous-estimais les crimes de Staline et le dissociais à tort de Lénine. C'était un seul et même mouvement de destruction qui avait commencé dès les premiers jours et continué jusqu'à maintenant. 20 ans plus tard, Solzhenitsyn écrira « Avec Sakharov, nous avions tant de choses en commun, mais la Russie nous séparait. » C'est une polémique entre un intellectuel, Sakharov, et un ancien détenu, Solzhenitsyn, originaire de la basse société russe, qui n'appartenait pas à l'élite soviétique. Il insiste lui-même là-dessus. Et Solzhenitsyn se méfiait de tous les slogans comme « Il nous faut une Russie démocratique ». Il se disait que commence d'abord par apparaître le citoyen et ensuite nous nous demanderons comment organiser cette liberté. C'est la polémique centrale. Et pas seulement pour la Russie. C'est valable pour le XXe siècle et pour aujourd'hui. 1973, Solzhenitsyn écrit la lettre aux dirigeants de l'Union soviétique. Un colosse tel que la Russie peut parfaitement trouver sa voie propre. Et il n'est pas possible qu'il n'y ait qu'une seule et unique voie de développement pour toute l'humanité. Non. Nous avons dû nous traîner tout au long du chemin de l'industrialisation bourgeoise et du marxisme pour apprendre à la fin du XXe siècle que notre globe terrestre est limité et qu'on ne peut y poursuivre ce progrès perpétuel illimité que les utopistes de l'époque des Lumières nous ont fourré dans la tête. L'avide civilisation du progrès éternel s'est étouffée elle-même. Elle approche de sa fin. Une seule issue s'offre à nous. Nous concentrer sur l'exploitation du nord-est russe et surtout du massif de Sibérie. La Russie a vécu 1000 ans sous un régime autoritaire. Et au début du XXe siècle, son peuple avait conservé toute sa santé physique et morale. Pendant plus d'un siècle, l'intelligentsia russe a lutté de toutes ses forces contre ce régime autoritaire. Mais qu'a-t-elle obtenu pour elle-même et pour le peuple? Le résultat de son action a été le contraire de ce qu'elle en attendait. Alors, faut-il reconnaître que pour la Russie, cette voie-là est fausse ou prématurée? Peut-être que dans un avenir prévisible, la Russie ne connaîtra rien d'autre, que nous le voulions ou non, qu'un régime autoritaire. Peut-être n'est-elle mûre aujourd'hui que pour cela. En écrivant cette lettre, je prends moi aussi une lourde responsabilité devant l'histoire de la Russie. Mais ce serait une responsabilité bien plus grande que de ne point chercher d'issue. L'accusation de Solzhenitsyn disait qu'un homme providentiel était enfin apparu en Russie, Sakharov. Mais qu'il contrecarrait la renaissance de la conscience nationale russe. C'est une accusation très paradoxale, mais que je trouve très compréhensible. Parce que Sakharov possédait une conscience nationale, mais il en avait une conception différente de celle de Solzhenitsyn. Et il a répondu. La lettre aux dirigeants de l'Union soviétique me semble contestable par son anti-occidentalisme, son antidémocratisme, ses dérives vers un nationalisme russe. Je sais qu'il est risqué de jouer avec le redoutable démon du nationalisme, en particulier dans notre pays. Quant à l'idée d'appeler le peuple dans les marais du nord-est de la Russie, épargné par la civilisation occidentale, elle n'est pour moi qu'une élucubration dangereuse.
La servilité existante en Russie depuis des siècles, alliée au mépris pour les étrangers, ceux d'une autre région, d'une autre famille ou d'une autre foi, est pour moi un immense malheur et non un signe de santé nationale. Ce n'est que dans des conditions démocratiques que le peuple peut se forger un caractère lui permettant de vivre raisonnablement dans un monde de plus en plus complexe. Je m'élève contre la volonté de protéger notre pays de l'influence soi-disant délétère de l'Occident, de la libre circulation des biens et des personnes. Je suis profondément convaincu, contrairement à Solzhenitsyn, que jamais aucun problème fondamental ne peut être résolu au niveau national. Andreï Dmitrievitch était un cosmopolite. Il pensait à l'humanité et en premier lieu à son pays. Il n'avait pas peur des banalités, de toutes les banalités concernant les droits de l'homme. Sakharov n'a rien inventé. Il citait les droits et les libertés sans rien améliorer ni transformer la moindre ligne. Cela suffisait. Sakharov insistait seulement pour qu'ils ne se réduisent pas à des incantations, mais deviennent de véritables règles de vie. C'est l'optimisme typique du XVIIIe siècle, comme si l'homme n'était pas méchant, comme si l'homme du sous-sol de Dostoïevski n'existait pas. Mais l'homme du sous-sol répond à l'intellectuel russe: je suis mauvais, je suis un homme mauvais. Il répète: je suis mauvais, je suis un homme mauvais, je vais t'arracher la langue. Et si je veux, 2 et 2 ne font pas 4. Je méprise les lois de la logique. Je crache dessus. Cet homme du sous-sol existe encore. Et il existera sans doute toujours. Sauf si on le soumet. Mais pour cela, il faut un système coercitif. Et Solzhenitsyn répond: alors il faut le goulag. La tragédie de la Russie d'aujourd'hui, c'est que pour l'instant domine le nous. Une conscience clanique, tribale, impériale. Et malheureusement, je crois que c'est ce qui est arrivé à Solzhenitsyn, qui a soudain soutenu ce qui était le plus dangereux pour le développement de la Russie. C'est-à-dire qu'il a soutenu le rétablissement d'un régime dominé par le KGB sans le communisme. Il a soutenu la Russie de Poutine. C'est tragique et paradoxal qu'un homme qui a tant fait pour dénoncer le rôle du KGB dans cette société soutienne tout à coup le rétablissement de son pouvoir. C'était à Kiev, fin 1971. Un poète ukrainien devait être jugé et risquer l'hôpital psychiatrique. À l'époque, on savait tous que l'hôpital psychiatrique, c'était pire que le camp ou la prison. J'ai donc téléphoné à Moscou et j'ai demandé si l'académicien Sakharov pouvait venir au procès. Nous savions tous que cela pouvait aider ce poète. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, Sakharov est venu avec Elena Bonin. En plus, on nous a laissé entrer au tribunal. Je leur ai dit que grâce à eux, pour la première fois, le procès allait être public. On nous a annoncé que le juge était malade et que le procès était reporté. Et ça s'est arrêté là. Un des reproches que Solzhenitsyn faisait à Sakharov était qu'il se dispersait, se perdait dans des détails. Ce poète était un détail, et moi aussi d'ailleurs, j'étais un détail. Et Sakharov a joué un rôle clé dans ma libération. Léonid a été envoyé en hôpital psychiatrique. C'était la période la plus difficile, en 1975.
La question était réglée, il voulait le tuer. C'était clair. Il faisait tout ça pour ça, il le piquait. L'académicien Sniaznevski, qui était le théoricien de la psychiatrie répressive, avait soi-disant diagnostiqué une schizophrénie larvée, qui n'a aucun caractère objectif. C'est-à-dire que n'importe quel psychiatre pouvait écouter sa conscience révolutionnaire et dire « Oui, lui, il est malade ». Ils ont fini par lui faire perdre toute apparence normale. Il n'était plus lui-même. Le KGB faisait tout pour que je le voie. Ils ont même autorisé notre fils aîné à lui rendre visite pour qu'il voie dans quel état il se trouvait. Après chaque visite à l'hôpital, j'informais le groupe d'initiative qui contactait aussitôt Sakharov. Je comprenais comment tout ça pouvait finir. Sakharov a fait une déclaration où il a pris position avec virulence en faveur de Léonide. Et suite à cette lutte, le KGB a été obligé de le relâcher. Je n'ai jamais caché que mon mari avait été arrêté et pourquoi. Quand on me demandait pour quelle raison, je commençais par dire « Vous connaissez Sakharov ? Oui ?» Et là, je me mettais à expliquer que lui, il était pareil. Le nom de Sakharov était comme un mot de passe. On voyait à la quantité de lettres et de visites que Sakharov recevait qu'il était une sorte d'alternative au Kremlin. Il n'y avait rien d'autre en Russie que le Kremlin et Sakharov. Je crois que c'est ça le plus important. Pour la première fois depuis des années, en Russie, était apparu un centre d'influence indépendant du pouvoir. Et seule la menace latente que les choses ne pouvaient pas se passer en toute impunité empêchait les autorités de se livrer à des répressions encore plus étendues. Il y avait alors en Russie, selon diverses sources, environ 5000 prisonniers politiques. Sans Sakharov, il y en aurait eu beaucoup plus. En 1975, Andreï Sakharov se voit décerner le prix Nobel de la paix. Son abnégation et ses convictions humanistes, disait le communiqué, ont fait de lui une conscience de l'humanité nécessaire au monde entier. Elena Bonner reçoit le prix au nom de son mari, à qui les autorités soviétiques ont refusé un visa de sortie. Elena Sakharova. Я нахожусь здесь, потому что по странностям страны, гражданами которой являемся мой муж и я, его присутствие на Нобелевской церемонии оказалось невозможным. Сегодня он не здесь, а в Вильнюсе, столице Литвы, где идет суд над ученым-биологом Сергеем Ковалевым. И по тем же странностям нашего государства Сахаров находится не в зале суда, а на улице, второй день, на холоде, ожидая приговора своему другу. Ковалев, так же, как и он, борется за гласность, законность и права человека. Ну, знаете, да, я знаю один яркий пример Сахарова. Je peux vous donner un magnifique exemple de prophétie de Sakharov. Vous le connaissez sans doute déjà, mais je vais vous le rappeler. C'est un moment très connu, une conversation de Sakharov avec un journaliste peu de temps avant son exil à Gorky. Le journaliste lui demande « Vous pensez que les choses vont bientôt changer en Union soviétique ?» Sakharov réfléchit un peu, puis répond franchement « Non, je crains que dans un futur proche, les choses ne changent pas. » Alors pourquoi agir comme vous le faites? Sakharov répond « Qu'est-ce que l'intelligentsia sait faire?
Une seule chose, construire des idéaux. Alors que chacun fasse ce qu'il sait faire. Puis il a réfléchi et a rajouté « La taupe de l'histoire creuse et jamais personne ne la voit ». Tout le monde a oublié cette taupe de l'histoire, mais c'était tout à fait dans l'esprit de Sakharov. Une prophétie certes hésitante, hypothétique, mais une prophétie quand même, et qui s'est réalisée. L'idéologie soviétique est morte. Il est insoutenable de penser qu'au moment où est célébrée la cérémonie dans cette salle, des centaines de milliers de prisonniers de conscience souffrent, tremblent de froid, d'humidité et de faim dans des cellules obscures. Ils sont contraints de mener une lutte incessante pour leur dignité humaine, pour leurs opinions, contre la machine de la rééducation qui les brise. Je vous demande de considérer que tous les prisonniers de conscience, tous les détenus politiques partagent avec moi l'honneur du prix Nobel de la paix. Nous devons respecter les exigences de la raison et créer une vie qui soit digne de nous-mêmes et des buts que nous percevons à peine. Une société libre, c'est une société conflictuelle. Et en Russie, on a toujours évité le conflit. On considérait que quand il y avait un conflit, c'est que quelque chose n'allait pas. L'idée que la liberté est un conflit qui doit être résolu est étrangère à la mentalité russe. Elle était également étrangère à Sakharov. Quand il parlait d'une société convergente, il ne comprenait sans doute pas que cela signifiait qu'en Russie, la mentalité politique devait changer et reconnaître le conflit comme un état normal de la société. C'est d'ailleurs pour cela que les mécanismes pour les résoudre n'apparaissent pas. Parti communiste d'Union soviétique, comité central, dossier top secret. Mesure pour compromettre la décision du comité Nobel de décerner le prix de la paix à Sakharov. Premièrement, préparer au nom de scientifiques soviétiques renommés une lettre ouverte condamnant le choix du comité Nobel de décerner le prix de la paix à quelqu'un qui se livre à des activités anticonstitutionnelles et antisociales. Publier la lettre en question dans le journal Les Izvestia. Deuxièmement, la rédaction du journal Troud publiera une diatribe montrant que l'attribution à Sakharov du prix Nobel de la paix d'un montant de 122 000 $ servira à remercier les cercles réactionnaires occidentaux pour leur calomnie permanente du régime soviétique. En 1980, Andrei Sakharov est arrêté en pleine rue, à Moscou. Aucune accusation n'est retenue contre lui. Il n'y a pas de procès. Прокуратуру, и там прокурор Реконков объявил мне, что я лишен всех своих наград. Я его спросил, почему вы меня таким странным способом заставили, я бы всегда являлся на вызовы прокуратуры. Он сказал, ввиду срочности вопроса. Других никаких документов мне не было показано. Он сказал на словах, что компетентные органы приняли решение о вашей высылке в город Горький. Je lui ai aussitôt demandé, et moi? Là, il y a eu une petite pause. Et il m'a dit, tu peux venir. J'ai répondu que je partirai aussitôt avec lui, et il m'a dit d'accord. Ensuite, il a manifestement posé une question là-bas et il m'a demandé combien de temps il me fallait pour me préparer. J'ai répondu 2 heures. À nouveau, il a interrompu la communication, puis il m'a dit « Ils passeront te chercher dans 2 heures ». C'est caractéristique d'Andrei. Il pouvait être sûr, et il était, que je partirais aussitôt avec lui. Mais il ne l'a pas dit.
car il ne s'accorde jamais le droit de décider pour quelqu'un d'autre. Sakharov est exilé à Gorki, une ville interdite, tout près du site militaire où il a passé 20 ans de sa vie. Une ville où les contacts avec les étrangers sont impossibles. Avec Lucia, comme il appelait Elena Bonner, il est logé dans un 3 pièces de cet immeuble loin du centre. Il est sous surveillance constante. Les caméras cachées du KGB filment le moindre de leurs pas, comme on peut le voir ici. Ils n'ont pas droit au téléphone. Pendant près de 7 ans, des gardes se tiennent devant leur porte. Мы были полностью изолированы от каких-либо контактов. Милиционеры с нами не общались. По утрам жена выходила за газетой. Милиционер сидел спиной к двери. Вот он брал газету со столика и через плечо ей подавал молча. Это вот сцена, которая повторялась каждое утро. На улице тоже к нам никого не подпускали. Однажды жена ехала на машине, и отец с ребенком больным на руках просил подвезти в больницу, плачущий ребенок. Она остановилась, он стал садиться в машину, но этого отца и этого ребенка вытащили из машины тут же, чтобы не было нежелательных контактов. Il ne pouvait rencontrer que des scientifiques qui venaient le voir avec une autorisation spéciale de l'Académie des sciences, quelques fois par an. Il communiquait uniquement avec sa femme, Elena Bonner. Et c'est là, grâce à Dieu, peut-on dire, qu'il a enfin écrit ses mémoires, parce qu'il avait beaucoup de temps libre. Dès qu'il quittait l'appartement, celui-ci était fouillé, et des choses disparaissaient, des manuscrits. Il prenait toujours son sac avec lui. On lui a dérobé l'énorme volume de ses mémoires. Et malgré tout, au bout de quelques jours, il s'est mis à sa table et l'a reconstitué. Et il l'a écrit à nouveau. Sa femme le sortait morceau par morceau. Mais on leur a quand même à nouveau dérobé un morceau qu'elle n'avait pas encore sorti. On lui a lancé du gaz à la figure quand il était dans la voiture. Et on lui a pris le manuscrit. C'était terrible. Il s'est mis à le réécrire pour la 3e fois. Le livre a fini par exister et sortir, mais dans sa version réécrite. Certaines choses ont disparu définitivement. Ensuite, en 1989, quand a été dissous le service du KGB qui s'occupait des dissidents, au début de la perestroïka, 500 volumes du dossier Sakharov ont été brûlés. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, ont été détruits les manuscrits dérobés à Gorki. Je ne sais pas comment il a pu réécrire ces centaines de pages. Pour ça, il faut être Sakharov. Notre vie est assez remplie. Chaque fin de semaine, Lucia vient de Moscou et elle repart le lundi. Dans les wagons froids, bondés, souvent sur les couchettes les plus inconfortables. C'est à ce prix-là qu'elle passe 3 jours avec moi. Le reste du temps, je suis seul dans l'appartement vide. J'essaie de faire de la physique. Au début, Elena Bonner est libre. Il écrit sur de tout petits bouts de papier des télégrammes qu'elle emporte ensuite discrètement à Moscou, et de là, elle les fait parvenir en Occident. Il a un infarctus, elle en a 2. L'exil les use. Désespérant de pouvoir envoyer Lucia se faire soigner à l'étranger, Sakharov commence sa 3e grève de la faim en 5 ans. Il est hospitalisé de force. Ce sera un assassinat, dit-il, pas un suicide.
Le KGB a entrepris de tester ma volonté. Ils ont commencé par essayer de le nourrir artificiellement par une sonde. Il l'a supporté. Puis ils lui ont fait des piqûres. Il l'a également supporté longtemps. Enfin, ils l'ont attaché, jeté sur son lit. Ils lui ont pincé le nez pour l'empêcher de respirer et qu'il ouvre la bouche. Et au moment où il déglutissait, ils lui balançaient de la nourriture pour qu'il s'étrangle. Ils lui ont dit directement, ouvertement, « On ne vous laissera pas mourir, mais on fera de vous un invalide. » Il a fait 2 grèves de la faim strictes, en 1984 et en 1985. La deuxième a eu lieu dans de telles conditions que rien ne lui permettait de penser qu'en Occident, les gens étaient au courant. Et d'ailleurs, ils ne l'ont su que plus tard. Personne ne pouvait intervenir en sa faveur et soutenir ses revendications. Bref, il luttait seul contre les autorités soviétiques. Andrei Sakharov est inscrit sur la liste de la commission de l'ONU consacrée aux personnes disparues sans laisser de traces. 26-year-old Lisa Alexeyeva was unexpectedly summoned by the KGB. Ronald Reagan was calling the Soviet Union an evil empire, and Andrei Sakharov was a prisoner in his own country. Comment parler de Sakharov? Des bruits courent qu'il fait une grève de la faim. D'autres bruits disent qu'il est mort. Que faire pour rassurer tout le monde, pour montrer que Sakharov va bien? Ils le prennent en photo ou le filment à son insu, pour mener une campagne de désinformation en Occident. Il travaillait très intensivement. Je parle du KGB. C'est une façon de faire qu'on retrouve chez les terroristes. Quand ils retiennent des otages et qu'ils veulent obtenir quelque chose du monde extérieur, ils montrent que ceux-ci sont encore vivants, qu'ils peuvent encore servir de monnaie d'échange. Film diffusé en Occident par les services secrets soviétiques. И бесплатно все необходимые лекарственные препараты. Благодаря чему он прибавил к своему обычному весу 2,5 килограмма. Это обстоятельство его несколько удручает. Он следит за своим здоровьем, и в этом он педант. И в связи с этим нам было очень обидно столкнуться с грубыми искажениями относительно его состояния здоровья и лечения в нашей больнице. Некоторые источники информации на Западе договорились до того, что в период лечения в нашей больнице Андрей Дмитриевич Сахаров подвергается воздействию лекарственных препаратов и даже голодает. Не скрою, подобная ложь оскорбляет наши человеческие чувства и профессиональные достоинства. Сам Сахаров в настоящее время отдыхает, встречается со знакомыми, внимательно следит за событиями по телевидению, читает прессу, в том числе и иностранную. Врачи знали о скрытой камере. Les médecins savaient qu'une caméra était cachée. Le docteur Obukhov le sait quand il discute avec Sakharov. On voit qu'il tient le journal exprès pour qu'on remarque bien la date. Les médecins font déplacer leurs patients à moitié nus, avec le pantalon baissé, pour qu'ils viennent plus près de la caméra. C'est une violation du secret médical. On me demande souvent si j'en veux à ceux qui ont fait ça à Sakharov quand il était à l'hôpital. Je ne peux pas dire ça. Notre pays est si terrible, notre histoire est si terrible que personne n'a ni tort ni raison.
On trouve chez Sakharov la formule suivante pour plaisanter. La racine carrée de la vérité, c'est l'amour. C'est-à-dire que la racine carrée d'un principe rationnel est irrationnelle. L'amour est un principe irrationnel, et la vérité, un principe rationnel. L'amour est irrationnel. C'est là la grandeur de Sakharov et de son rôle public. Ce principe irrationnel est en jeu dans la défense des droits de l'homme, fondée elle aussi sur l'amour, sur la compassion envers les victimes. Et il a forcé la réelle politique à prendre en compte cela. Les politiciens réalistes n'avaient jamais auparavant pensé selon ces catégories. En quoi consiste le miracle de Sakharov? C'était un scientifique, a priori quelqu'un de rationnel. Le miracle, c'est qu'il était profondément irrationnel. Un des travaux écrits à Gorky est dédié à Lucia. C'est son ouvrage sur la cosmologie, sur le tout début de notre univers, quasiment les premiers instants. Il a évoqué la première explosion et a même supposé qu'il avait pu s'en produire plusieurs, un cosmos en remplaçant un autre. C'est-à-dire que l'univers pulsait. Il y avait expansion, puis compression, puis à nouveau il explosait, et ainsi de suite plusieurs fois. Il reliait cela au récit biblique. Le chaos, puis le premier jour, etc. Il a posé le problème de façon plus large parce qu'il était pour lui extrêmement important de donner un sens à la vie humaine. Il y a donc une phase de compression, tout disparaît, y compris la raison, et la fois suivante, apparaît un nouvel univers dans lequel rien ne garantit qu'apparaîtra la raison. Et quand bien même elle apparaît, alors quel sens avait la raison précédente? Et Sakharov avançait alors une idée intéressante. Les êtres dotés de raison avaient réfléchi pendant des milliards d'années à cette situation, et peut-être avaient-ils pu transmettre ces informations au cycle suivant. Cela me rappelle la situation actuelle en Russie. Démocratisation, antidémocratisation, démocratisation, mais comment de cycle en cycle transmettre les fondements de la démocratie? Il existe un document montrant qu'au KGB, Mikhaïl Gorbatchev avait reçu des manuscrits de Sakharov. Comment ont-ils pu parvenir au KGB? Ce n'est pas Sakharov qui leur transmettait. Et il n'y avait pas de perquisition officielle. Mais on sait qu'avaient eu lieu des vols dans sa voiture et à l'hôpital. C'est précisément cela que Gorbatchev lisait. Il a lu une version des mémoires de Sakharov bien avant nous tous. Вечером поздно пришло 3 человека, один из КГБ и 2 мальчогов, их подняли с постели, и они поставили нам временный телефон. В 3 часа позвонил Горбачев. Михаил Сергеевич сказал, что принято решение о вашем возвращении Москвы. Также получит возможность вернуться в Боннер. Я говорю, это моя жена. Довольно резко. Потому что я в интонации мне что-то не очень понравилось. Большое вам спасибо. Я хотел только вам сказать, что несколько дней назад в Чистопольской тюрьме убит мой друг Анатолий Марченко. Он был первым в том списке, который я вам послал.
Это люди, которые осуждены за свои убеждения, и все они должны быть освобождены. Il a cru Gorbatchev immédiatement. Il croyait que Gorbatchev voulait réellement mettre en œuvre les réformes qu'il proposait. Et il l'a pratiquement tout le temps soutenu. Ils ont eu des divergences au Congrès quand il intervenait, mais c'était des divergences sur le plan tactique, plutôt que sur les buts poursuivis. Sakharov pensait que Gorbatchev et lui poursuivaient les mêmes buts. Est-ce que Gorbatchev pensait la même chose? Je suis loin d'en être sûr. Пожалуйста, Андрей Дмитриевич Сахаров, народный депутат. Пожалуйста. Прежде всего, я хочу сказать, что я лично от всей души поддерживаю политику перестройки, начатую по инициативе товарища Горбачева Михаила Сергеевича. Вместе с тем, что моя поддержка лично Горбачева носит условный характер. Я ее поставил в зависимость от того, как будет проходить дискуссия основных политических вопросов, и как будет проходить реакция, какова будет реакция Михаила Сергеевича на то, что ему придется в ходе этой дискуссии выслушать. Мы не можем допустить того, чтобы выборы шли формально. В этих условиях я не считаю возможным принимать участие в этих выборах. Sakharov pousse au changement. Il trouve que les dirigeants ne vont pas assez vite, entraînant le pays au bord du gouffre. Il propose des mesures radicales et à nouveau, la majorité ne veut pas l'entendre. Les conservateurs les plus virulents cherchaient depuis longtemps l'occasion de faire taire l'éternel dissident. Cette fois, ils l'ont trouvé. Уважаемые товарищи члены Президиума съезда, уважаемый Михаил Сергеевич, убедительно просим вас дать с трибуны съезда разъяснение народным депутатам, на каком основании или по чьему поручению народный депутат СССР Сахаров дал интервью журналистам канадской газеты о том, что будто в Афганистане советские летчики расстреливали попавших в окружение своих же советских солдат, чтобы они не смогли сдаться в плен. Мы до глубины души возмущены этой безответственной, провокационной выходкой известного ученого. Пожалуйста. Когда речь идет об афганской войне, то я опять же не оскорбляю того солдата, который проливал там кровь и героически выполнял свой приказ. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что сама война в Афганистане была преступной авантюрой, предпринятой неизвестно кем, неизвестно, кто несет ответственность за это огромное преступление нашей Родины. И это преступление стоило жизни почти миллиону афганцев. Против целого народа велась война на уничтожение. 1 миллион человек погиб. И это то, что на нас лежит страшным грехом, страшным упреком. Мы должны смыть с себя именно этот позор, этот страшный позор, который лежит на нашем руководстве. Вопреки народу, вопреки армии, совершила этот акт агрессии. Так вот, что я выступал против введения советских войск в Афганистане и за это был сослан в Горький. Именно это послужило главной причиной. И я горжусь этим. Я горжусь этой ссылкой в Горький, как наградой, которую я получил.
о фактах расстрела с целью избежать пленения. Этот вопрос расследуется. И до того никто не имеет права бросить мне обвинение в том, что я сказал неправду. Ни одного указания от политического руководства нашей страны мы не получали такого изуверского, чтобы уничтожать своих собственных солдат, попавших в окружение. Все это чистая ложь, заведомая неправда. И никаких документов академик Сахаров и подтверждений своей лжи не найдет. Товарищ академик, вы своим одним поступком перечеркнули всю свою деятельность. Вы принесли оскорбление всей армии, всему народу, всем нашим павшим, которые отдали свою жизнь. И я приношу всеобщее презрение вам. Стыдно должно быть. Но это «Черная пятница», ее в народе назвали, 2 июня, «Черная пятница». Ce vendredi noir, c'est comme ça qu'il a été appelé dans le peuple, a poussé les gens à réfléchir à ce qui s'était passé en Afghanistan et les a incités plus tard à adopter une résolution pour condamner cette intervention, sans quoi ça aurait traîné encore longtemps. Et ce vendredi noir a aussi permis d'adopter un décret d'amnistie pour tous ceux qui avaient été faits prisonniers ou étaient détenus. En 12 jours de congrès, la révolution commencée au Kremlin devient incontrôlable. Peu de temps auparavant, alors que Gorbatchev était à l'étranger, des membres du Politburo, parmi lesquels le ministre de la Défense, ont envoyé les troupes réprimer une manifestation pacifique en Géorgie. Les soldats ont tapé sur les manifestants à coups de pelle aiguisée et ont utilisé du gaz toxique, causant la mort de 19 personnes et faisant plusieurs dizaines de blessés. Arrivant peu après en Géorgie pour enquêter, Sakharov considère ces morts comme un redoutable avertissement. Мы не можем окружать народ дивизией имени Дзержинского, той самой, которая была в Тбилиси и которая сейчас показывает свою потенциальную силу, в данном случае потенциальную, но мы знаем, что они делали там. И девочки, мальчики получают урок, отрицательный урок советской демократии. Мы это не можем допустить. En décembre, la deuxième session du Congrès commence et Sakharov monte à nouveau à la tribune. Il déclare que la seule issue est d'en finir avec le communisme. Pour permettre de véritables changements, il faut abroger l'article 6 sur le rôle dirigeant du Parti communiste. Обсудить вопрос об исключении из Конституции тех статей, которые препятствуют принятию этих законов в Верховном Совете. У меня такое впечатление, что вы не знаете, как реализовать ваши предложения, и мы не будем знать, как его реализовать. Предложение очень просто. Исключить статьи, которые... Это кто должен определить? Список этих статей будет представлен. Нет, это не годится, я думаю. Ну ладно, мы это рассмотрим. Я предлагаю это поставить. Хорошо, А хорошо. что касается 6-й статьи, то я нового предложения нет, но я приглашаю. И даю телеграммы, которые я получил. Зайдите ко мне, я вам дам 3 папки, где будет 1000 телеграмм. У меня есть 60 тысяч Всё. подписей, я бы их вам передам. 60 тысяч подписей. Поэтому не будем друг на друга давить, опираясь и манипулируя мнением народа. Не будем. On s'est retrouvés chez Sakharov, dans la cuisine, à boire du thé, et l'un des amis présents a dit « Andrei Dmitrievitch, vous êtes tout en haut, au dernier étage du pouvoir. » Sakharov a immédiatement objecté « Je ne suis pas au dernier étage, je suis à côté, de l'autre côté de la vitre. » Plaisanterie mise à part, c'est tout à fait exact. Sakharov n'a jamais appartenu à la hiérarchie. Il était au même niveau, mais dans une position très dangereuse. Et d'ailleurs, il est tombé. Tout seul ou pas, c'est une autre question.
Pendant 30 ans, Andrei Sakharov a rêvé que les choses changent et il a tout fait pour contribuer à transformer non seulement son pays, mais le monde. Jusqu'au dernier instant, il est resté fidèle à lui-même. La nécrologie officielle a menti en énumérant les différentes distinctions de Sakharov, car il en avait été déchu. Et il avait déclaré qu'il accepterait qu'elle lui soit restituée seulement le jour où tous les prisonniers de conscience seraient rétablis dans leurs droits. Il a laissé un projet de constitution alternative sur lequel il a travaillé jusqu'au dernier jour. Le but du peuple et de ses organes de pouvoir est une vie heureuse et pleine de sens. La liberté matérielle et spirituelle, le bien-être, la paix et la sécurité pour tous les citoyens du pays, pour tous les hommes sur Terre. Il a vécu à peine 3 ans après sa libération d'exil, mais sa vie d'homme libre a été beaucoup plus longue. C'est un scientifique. Il a l'habitude de regarder la vérité en face. Et si la victoire n'est pas au rendez-vous, tant pis. Ça ne veut pas dire qu'il faut se conduire autrement. Le malaise actuel repose essentiellement sur le sentiment d'impasse qu'éprouve l'intelligentsia. La société est retournée à son état habituel. Mieux vaut ne pas se montrer. Le passé, chaotique et cruel, tragique et héroïque, a disparu, éclipsé par un bien-être matériel relatif et par l'indifférence des masses. Est apparue une société malade, profondément cynique et dangereuse. Un système de caste régi par 2 principes, le népotisme, tu me fais ci, je te fais ça, et une sorte de sagesse quotidienne résumée par la formule, tu peux toujours te taper la tête contre les murs, c'est pas ça qui leur fera des bosses. Derrière cette façade qui semble immuable, se dissimule une cruauté générale, le règne de l'arbitraire et le non-droit du citoyen ordinaire face aux autorités, ainsi qu'une absence totale de contrôle du pouvoir, aussi bien envers le peuple soviétique qu'envers le reste du monde. Sakharov a dit cela en 1975. Et cela peut s'appliquer à l'époque actuelle, à l'évolution de la société russe. On l'a vu commencer à changer dans les années 90. Et maintenant, on la voit revenir à l'état dont parlait Sakharov en 1975. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut un nouveau Sakharov. Là, maintenant, tout de suite. On revient en arrière, mais pas en Union soviétique. L'Union soviétique a disparu et toutes les équipes actuellement au Kremlin le comprennent parfaitement. L'idéologie soviétique est morte. Nos leaders actuels ressuscitent une idéologie qui est bien antérieure à la période soviétique. Pour faire bref, je l'appellerais byzantine. En réalité, ils mettent en place un totalitarisme doux, permettant au pouvoir de se maintenir au pouvoir, aux dirigeants de se redésigner eux-mêmes et de régler les différends dans le secret des cabinets ou par des intrigues bureaucratiques, sans rendre compte à qui que ce soit de quoi que ce soit. Bref,
C'est un pouvoir illégitime qui n'a pas de limite. Il n'allait pas dans le sens de la Russie d'aujourd'hui, celle qui prône « enrichissez-vous ». Il n'avait pas sa place dans la Russie actuelle. Mais la Russie n'est pas finie. Il y aura peut-être une autre Russie dans laquelle Sakharov sera enfin reconnu.